Luis Figo a remporté le Ballon d'Or en l'an 2000. Alors, Figo, c'est l'ailier droit ou l'ailier gauche, c'est le très très grand dribbleur, c'est aussi l'accélérateur de jeu, c'est le passeur, c'est le frappeur et le tout avec beaucoup d'élégance. Figo, c'est l'artiste. La star portugaise Luís Felipe Madeira Caeiro, dit Figo, est né à Lisbonne dans le quartier ouvrier d'Almada le 4 novembre 1972. À l'âge de 11 ans, il entre au Sporting Lisbonne où il était déjà plus fort que tout le monde, comme l'affirme l'un de ses premiers entraîneurs. La technique est un don précieux, mais ça ne lui suffit pas. Il travaille beaucoup, s'améliore constamment, perfectionne son jeu et se renforce physiquement. Conscient de ses prouesses techniques, mais aussi de l'importance de l'aspect physique pour jouer de façon continue sur le terrain, il a travaillé dur pour se doter d'une force physique surprenante. Et il s'est construit un physique extraordinaire pour jouer au football. C'est un gladiateur doté de la souplesse d'une danseuse. À 17 ans, il débute dans le championnat portugais avec le maillot blanc et vert du Sporting, certain d'être devenu l'idole des jeunes au Portugal. Il est le numéro 7 de la sélection portugaise qui remporte le mondial des moins de 20 ans le 30 juin 1991 en battant le Brésil 4-2 pour les Lusitaniens qui peuvent également compter sur la classe d'autres jeunes promis à un bel avenir comme Rui Costa, Paulo Sousa ou encore João Pinto. Ce succès se répand dans toute la nation. Pour les jeunes héros, ce sont les premiers pas d'une brillante carrière. Nous savions que cette compétition était plus importante, car elle nous donnait la possibilité de nous positionner par la suite à un niveau de première équipe. Je l'ai vu jouer lors du mondial des moins de 21 ans avec le Portugal. Et j'ai dit au Real Madrid qu'il y avait beaucoup de joueurs forts, et pas seulement Figo. Les jeunes sont appelés en sélection. En quelques saisons seulement, ils deviendront les piliers de la meilleure équipe nationale portugaise. Le talent et l'imagination de Luís Figo suscitent la convoitise des grandes équipes européennes, y compris italiennes. En 1995, c'est la révélation. L'équipe de Barcelone, entraînée par Johan Cruyff, l'ancien champion néerlandais, souhaite attirer Figo à tout prix. Pour Figo, l'Espagne, le Barça, c'est la consécration. Cruyff l'améliore tactiquement et fait de son dribble une arme fatale, digne des plus grands. J'ai décidé d'aller jouer à Barcelone car à cette époque, l'entraîneur était Cruyff et moi je voulais le connaître et jouer dans son équipe aussi. Moi, je suis de l'idée que le passage de Cruyff dans l'équipe de Barcelone, elle l'est beaucoup aidé, et surtout en ce qui concerne l'aspect tactique. Il lui a donné une position et un rôle bien précis dans l'équipe aussi. Sa position favorite est le côté droit, avec une totale liberté de création. Sa place est le long de la ligne de touche, sa spécialité, repiquer au centre. Il supportait les Blaugrana quand il jouait avec Barcelone et il a été madridiste acharné quand il portait des couleurs de Madrid. Et c'est ça, un professionnel. Quand il jouait à Barcelone, je l'aimais beaucoup. Je le regardais toujours jouer. Quand il est arrivé à Madrid, il a montré que tout ce qu'il avait laissé n'avait pas perturbé son transfert. Nombreux sont les matchs de Figo disputés avec le maillot Blaugrana. Mais le plus marquant est celui face à Chelsea en quart de finale de la Ligue des Champions 99-2000. Au match aller en Angleterre, 3-1 en faveur des Blues, entraînés par un certain Vialli. Le but de Luís Figo pour Barcelone maintient l'espoir des Catalans. Une chance de qualification est possible, les supporters y croient et espèrent juste un 2-0.
L'équipe du Barça accélère, Chelsea tremble. 24e minute, coup franc à la limite de la surface de Chelsea, frappe du gauche de Rivaldo, 1-0. Figo est dangereux. Ses dribbles déstabilisent constamment la défense des Blues. Nous sommes à une poignée de secondes de la mi-temps. Figo part du milieu du terrain, accélère, passe le ballon à Patrick Kluivert qui frappe du droit à ras de terre. Poteau, Figo reprend, but, 2-0. Le ballon termine sa course au fond des filets. Le Camp Nou explose. Le Barça a pour l'instant rempli son contrat. Mais il reste encore du temps à jouer. Esp, le gardien barcelonais, manque son dégagement. Facile pour le géant norvégien, Flo, Chelsea réduit la marque à 2-1. Le Barça est éliminé de la compétition. À 8 minutes de la fin du match, faute sur le côté droit, le banc s'énerve, Figo se charge du coup franc, la surface est bondée. Un regard rapide vers ses partenaires, centre millimétré pour la tête de Dani. De Gaulle plonge, mais pour rien. 3-1. C'est un fait. L'équipe de Chelsea est au tapis. Kluivert y va même de son doublé. 5-1. Le rêve est devenu réalité. Le Camp Nou n'a Dieu que pour sa vedette portugaise. Les succès en Liga, les coupes européennes et la Coupe du Roi arrivent progressivement. Mais l'année 2000 est également marquée par le championnat d'Europe des nations qui se dispute conjointement en Belgique et aux Pays-Bas. Le Portugal fait partie du groupe très relevé où se trouvent également l'Angleterre et l'Allemagne. Luis avait déjà un nom. Son nom, c'était déjà Luis Figo. Il était candidat au titre de meilleur joueur au championnat européen. Et c'était donc une grande responsabilité, aussi bien pour lui que pour moi, mais également pour toute l'équipe nationale de football. Nous avions promis au départ d'être prêts pour ce grand rendez-vous européen. Le premier match pour la sélection portugaise est fixé au 12 juin 2000 à Eindhoven. Le premier test sera l'Angleterre de Beckham et d'Owen. L'heure de vérité a sonné pour les Lusitaniens. Trois minutes à peine après le coup d'envoi, Paul Scholes ouvre la marque en faveur des Anglais d'un coup de tête. La soirée risque de se transformer en cauchemar pour les Portugais. Tout particulièrement lorsque McManaman, à la 18e minute, inscrit le deuxième but d'une belle reprise de volée. Mais voilà que Figo décoche une frappe d'une trentaine de mètres qui remet en piste le Portugal. Un but de Ballon d'Or. Alors, je suis arrivé devant la cage, le ballon au pied, et puis j'ai décidé de tirer. Grâce à ce but, nous avons compris que nous pouvions changer le résultat. Pour moi, c'était un très beau but, un but très important pour la victoire de mon pays. Les minutes s'écoulent et la confiance grandit dans les rangs portugais. Comme s'ils avaient réalisé que les Anglais étaient prenables, Figo et Rui Costa, les deux leaders, sentent que la victoire est à portée de main. Après l'égalisation de João Pinto, Nuno Gomes délivre le Portugal d'une superbe pichenette à la 58e minute. La rencontre se termine, le Portugal bat l'Angleterre 3-2. Le mythique Eusebio explose de joie. Le Portugal se pose en outsider avec Luis Figo à sa tête. Pour le deuxième match face à la Roumanie, c'est dans les toutes dernières secondes de jeu qu'un magnifique coup franc de Luis Figo déposé sur la tête de Costinha permet au Portugal de gagner son ticket pour les quarts de finale. Portugal-Turquie, 24 juin. « 2-0, Figo crée et Nuno Gomes réalise le doublé. Le Portugal est sur sa lancée.
L'art au service de l'équipe, c'est la passe décisive, le véritable amour de Luís Figo, plus que le but. Et c'est peut-être son unique défaut. Il a conduit le Portugal en finale de la Coupe européenne. Il a fait atteindre à la sélection portugaise son apogée. La valeur d'un avant-centre dépend du niveau des passes de ses camarades. Et les assists de Figo contiennent déjà 60% du but. L'attaque doit seulement gérer les 40% restants. Vous savez, je ne pense pas qu'il y ait de secret pour centrer. Un milieu de terrain doit pouvoir y parvenir avec beaucoup d'entraînement. Il faut que ça devienne naturel, un mouvement naturel. Parce que, à force de répéter, et encore de répéter, eh bien, naturellement, tout devient plus facile. J'aime lorsque je marque, bien sûr, mais en ce qui me concerne, et réaliser un dribbling et un assist pour un camarade, eh bien, ça me donne encore plus de satisfaction. Si nous persistons à donner de l'importance seulement à celui qui marque, nous oublions le parcours du ballon avant le but. La demi-finale contre la France à Bruxelles le 28 juin laisse un goût amer. Le pénalty contesté de Zidane dans le temps additionnel empêche les Portugais de disputer la finale. De toute façon, le Portugal sort la tête haute de la compétition. Figo, meilleur joueur de l'équipe, a atteint les sommets au cours de cet Euro et sa candidature au Ballon d'Or 2000 devient de plus en plus fondée. Le passage au Real Madrid, qui se conclut durant l'été de l'an 2000, un poste encore plus exaltant. Les troubles internes et les rébellions des supporters qui accompagnent son voyage de Barcelone à Madrid n'ont pas manqué, mais cela ne laisse aucune place aux récriminations. L'ambition est un élément qui a de lourdes conséquences sur la carrière de Figo. Son désir de trouver la meilleure orientation. Le plus important, à mon avis, c'est ce désir qui l'a incité à prendre une décision aussi délicate, à savoir le passage de l'équipe de Barcelone à celle du Real Madrid. Ici en Espagne, sa carrière a été étincelante. Il a obtenu de grands résultats, aussi bien avec Barcelone qu'avec le Real Madrid. Lorsque le moment de la vérité est arrivé, il a certainement souffert. Plus qu'on ne peut l'imaginer. C'était sûrement un changement traumatisant pour lui. Moi, j'étais sûr de mon choix. Si je n'avais pas été sûr, je n'aurais pas pu aller à Madrid, bien sûr. Il s'est senti tellement rejeté par Barcelone que quand il est arrivé à Madrid, il s'est rapidement identifié au Real. Pour moi, ce fut une décision professionnelle absolument juste. Au Real Madrid, il est devenu très vite un symbole. En endossant le numéro 10, Figo s'adapte parfaitement à la nouvelle politique des Galactiques du Real et séduit immédiatement le public de Bernabéu. Sur le plan technique, il est parfait. Son jeu apparaît encore plus efficace. C'est un gladiateur en mesure d'attirer les foules au stade. Il a eu un tas d'opportunités et il était fort comme ailier. C'était un plaisir de le voir jouer, car il était capable de se libérer des adversaires et de tirer toutes sortes de ballons aussi. « 18 décembre 2000, la nouvelle tant attendue par le peuple portugais tombe. Après Eusébio, Luís Figo, enfant issu d'une famille pauvre, et le Ballon d'Or 2000. Cela faisait 3 ans qu'il mettait en œuvre un jeu de très haut niveau, et le Ballon d'Or a été la conséquence de sa continuité. Pour moi, ce fut la consécration de tout mon travail. Le bonheur et la chance de faire partie des 50, enfin jusqu'à maintenant, quoi. Le Ballon d'Or est une reconnaissance pour un joueur de talent, mais qui a dû travailler très dur pour améliorer ses performances. C'est un succès pour tout le football portugais.
La récompense exalte la nation tout entière qui s'identifie à son capitaine. Et Luis ne trouve rien de mieux que de fêter la prestigieuse reconnaissance en inscrivant un but la même semaine. Le 19 décembre, les supporters du Real saluent triomphalement leur nouveau prophète. 9 minutes lui suffisent pour clore la marque de 3-1 face au Rayo Vallecano. Mais la plus belle fête est celle que Bernabeu lui réserve le 14 janvier 2001. 80 000 spectateurs forment une mosaïque dorée et agitent des tifos à son nom et des drapeaux du Real. Dans ce cadre spectaculaire et émouvant, Luis Figo reçoit le Ballon d'Or qui récompense le meilleur joueur à évoluer en Europe. Dans les tribunes, Di Stefano et Eusebio sont venus applaudir leur successeur. Tout d'abord, moi je suis très fier d'être portugais. Parce que je pense que les gens de mon pays ont toujours beaucoup travaillé. Ils ont toujours voulu se sacrifier pour construire quelque chose. Et je crois que les gens se rendent compte que moi aussi j'ai fait des sacrifices et que j'ai énormément travaillé. L'enthousiasme de Figo procure à toute l'équipe du Real des effets bénéfiques, triomphant de nouveau en championnat à la fin de cette saison. Au mois de mai 2002 débute une succession de titres qui commence par la conquête de la Ligue des Champions. Le Bayer Leverkusen tombe sous les coups des Merengues 2-1 et Figo devient champion d'Europe. Quelques mois plus tard, le 30 août 2002 plus exactement, le Real affronte le Feyenoord Rotterdam à Monaco pour la traditionnelle Supercoupe d'Europe. Victoire 3-1, c'est Guti qui se charge du bouquet final, Figo est bien évidemment le passeur décisif. Le 3 décembre 2002, le Grand Chelem s'achève à Yokohama au Japon. Les Espagnols jouent face au club paraguayen de l'Olimpia d'Asunción. C'est la Coupe intercontinentale qui est en jeu. Un but marqué à chaque mi-temps, le premier par Ronaldo et le deuxième par Guti sur une offrande de Figo à quelques minutes de la fin. C'est ainsi que se termine une année de totale réussite pour Figo et les siens. Il a participé à une saison très très bonne pour le Real et il a montré des mouvements comme le dribbling par exemple. Le dribbling qui n'est pas très utilisé aujourd'hui dans le monde du football. Et lui, eh bien, il est très fort en dribbling. En 2004, Figo fait son apparition dans le FIFA 100, le classement des meilleurs joueurs de tous les temps, grâce à Pelé. C'est une énième confirmation de la grandeur d'un champion qui est toujours à la recherche de nouveaux élans. Voilà pourquoi, en 2005, il décide de quitter le Real Madrid qui ne gagne plus et d'entreprendre un nouveau défi avec un autre grand club européen qui a désormais perdu le chemin du succès. Figo choisit l'Inter et enrichit sa carrière exceptionnelle de nouveaux succès. Le championnat italien est dur, les défenseurs rigoureux et la tactique tend toujours à brider le talent des champions. Mais ce n'est pas le cas pour Figo, qui pendant ses 2 premières saisons sous le maillot nerazzurro, démystifie immédiatement tous les tabous de l'équipe milanaise et remporte 2 Scudetto, une Coupe d'Italie et 2 Supercoupes d'Italie. Nous défendons nos couleurs, nous avons les mêmes objectifs que les autres équipes. On ne peut pas faire une comparaison car dans le monde du football, tout le monde est différent. Ce qui fait la différence en ce moment pour la société, c'est le fait de gagner toujours. Voilà notre objectif en ce moment. Gagner pour le bien de notre société et de nos supporters. Des objectifs qu'il a atteints grâce à son talent, ses dribbles, ses chevauchés et cerise sur un gâteau de plus en plus riche, quelques buts. Bien qu'il ait été tenté par une aventure bien plus fructueuse financièrement parlant, Figo a choisi l'Inter et a décidé de se mettre à nouveau en danger. Élégant et impeccable sur comme en dehors du terrain,
il trouvera un rôle d'ambassadeur de l'Inter dans le monde dès la fin de sa carrière en 2008. Quand Figo est arrivé à l'Inter, et il est arrivé avec les qualités d'un grand champion, l'humilité, l'envie de gagner, la mise à disposition de son expérience, comme il l'a fait en Espagne et en équipe nationale. Le Portugal a besoin de lui. Je crois qu'il est le joueur idéal. Les joueurs créatifs ont toujours été aimés par les supporters de l'Inter. Je pense notamment à Mario Corso, à Evaristo Becalosi. Donc, un joueur comme Figo a été très bien accueilli. Les supporters de l'Inter l'aiment beaucoup. Et il a dû transformer son jeu. Désormais, il s'est reconverti en joueur de milieu de terrain, avec moins de capacité d'attaque. Et il y a 5 ans, quand il recevait le ballon, Figo, eh bien, la première chose qu'il faisait, c'était un contrôle, suivi d'une frappe et d'un but. Maintenant, à plusieurs reprises, il choisit de jouer en 1 ou 2 touches de balle. Un joueur intelligent et performant doit bien sûr s'adapter à son nouveau milieu. Premièrement, parce que le football italien ne ressemble pas au football espagnol. Et deuxièmement, parce que Figo n'est plus le même joueur d'il y a quelques années. Le temps passe et il a dû apprendre à s'adapter, bien sûr. Luis a toujours été plus en avance, alors qu'il est plus jeune que moi. Quand il a été pris dans l'équipe nationale, eh bien, c'était l'un des plus jeunes à rentrer dans l'équipe nationale. Et ça surprenait, on était impressionnés. Il avait quelque chose de plus mûr que nous, il a toujours été plus doué que nous. L'entraînement et une vie de sacrifice pour le football ne lui ont jamais fait peur. Et c'est pour cela qu'il mérite toutes les éloges que l'on fait de lui. Et c'est aussi pour cela qu'il mérite tout ce qu'il a gagné. Le charisme de Figo se fonde sur son professionnalisme. Il est entreprenant. Il a comme une vocation pour le football. Sur le terrain, il est très intelligent et doté de qualités exceptionnelles. Il a également la capacité de contrôler son stress et sa cadence. C'est dans ses habitudes de ne jamais rejeter un ballon. Parfois, il se sacrifie pour le bien de l'équipe. Il retourne en défense et lutte avec les défenseurs. Et ça, je pense que c'est important. L'intelligence tactique consiste à savoir quand attaquer, mais aussi à connaître le moment où tu dois défendre. C'est un homme très courtois et un très bon ami. Figo est un homme qui possède une maîtrise parfaite de ses émotions. C'est quelqu'un de très équilibré. Et donc, il ne succombe pas aux tentations du football. Vanité lorsqu'on gagne, dépression lorsqu'on perd. Non, son humeur est toujours la même. C'est un facteur très important dans le football contemporain car les joueurs sont confrontés aux critiques incessantes. Mais lui, il reste toujours très calme face à tout ça. Figo a été l'un des plus grands joueurs au monde et il l'est encore aujourd'hui. Un très grand professionnel. Un joueur modèle pendant les entraînements. Il se met en colère quand il ne joue pas. Et le fait qu'un joueur de son âge se fâche encore quand il ne joue pas signifie qu'il y tient beaucoup. Cela, c'est quelque chose d'important.